Vous l'attendez tous. Je demande d'accueillir Marion Maréchal Le Pen. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, presque un peu ému puisque c'est mon avant-dernier meeting avant de quitter la scène politique. Merci donc d'être là, merci de ces applaudissements. Je crois que ce soir la boucle est bouclée puisque j'ai été élu avec Gilbert et c'est vrai que je ne pouvais pas partir sans le soutenir parce que Gilbert a beaucoup de qualités, c'est un de mes amis, je dois l'admettre. On a été un duo de choc durant ces 5 années. J'ai beaucoup appris à ses côtés, je le dis honnêtement. C'est un homme dont la principale qualité est peut-être l'insolence. L'insolence paraît tout de même de beaucoup de talent, de verve, de culture aussi. Et à ce titre, je crois qu'il est indispensable qu'il y ait un Gilbert Collard à l'Assemblée. Parce qu'il est indispensable qu'il y ait un peu d'insolence à l'Assemblée pour bousculer cette tiédeur, ce politiquement correct dont on crève au quotidien malheureusement dans les institutions et qui malheureusement risque de terriblement s'accentuer avec Emmanuel Macron et avec les candidats inexpérimentés, inconnus et parfois même, disons-le clairement, médiocres, quand ce n'est pas carrément lâche, puisqu'ils refusent même de débattre, qui vont constituer demain cette Assemblée nationale. Il est évident que la candidate d'En Marche ici n'apportera strictement rien de plus aux centaines d'autres candidats d'En Marche qui seront élus, alors qu'il est évident qu'un Gilbert Collard, à l'inverse, aura une réelle plus-value et une réelle différence de point de vue à apporter dans cet hémicycle. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'heure est grave d'une certaine manière. Nous allons vers une hégémonie macroniste. Nous allons vers une assemblée qui sera peut-être constituée à près de 70% par des députés En Marche, alors même qu'ils ne représenteront qu'aux alentours de 15% des inscrits. Parce qu'il n'y a pas de vague d'enthousiasme pour M. Macron, contrairement à ce que j'ai pu entendre dans la presse, où il n'y a jamais de mots assez forts pour comment dire, illustrer ces résultats. C'est le tsunami, c'est le raz-de-marée, vous l'avez vu, c'est le... comment dire, c'est l'ensemble des mélioratifs, des majoratifs qui permettent de qualifier cette soi-disant victoire de M. Macron, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est l'abstention et c'est le dégoût qui a gagné dans cette élection et qui a permis eh bien, à tous ces candidats En Marche de se qualifier et pour beaucoup de prendre de l'avance. C'est aussi une vague de mode. C'est terriblement cool aujourd'hui de voter pour M. Macron, c'est il est jeune, il est dynamique, c'est soi-disant le renouveau politique, donc certains, c'est vrai, se sont peut-être laissés charmer par cette image et ont été dupes de cet effet de mode. Bien fort heureusement, vous ne l'avez pas été vous. Je l'espère que d'ailleurs beaucoup de Gardois ne le seront pas dimanche, tout simplement parce que vous vous souciez peu, fort heureusement, d'être à la mode. Tout simplement parce que vous êtes des patriotes. Et donc, vous raisonnez sur le temps long. Et vous êtes fidèle à une phrase de Gustave Thibon que j'aime beaucoup, qui dit que être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte. Et vous n'êtes pas des feuilles mortes. Et parce que vous n'êtes pas des feuilles mortes, et parce que vous êtes des patriotes précisément, eh bien, vous raisonnez un petit peu au-delà de vos simples intérêts personnels. Vous avez une conscience nationale. Vous ne raisonnez pas uniquement à l'aune de vos propres difficultés ou de vos propres intérêts. Vous n'êtes pas indifférent aux souffrances de vos compatriotes qui viennent de Bretagne, qui viennent d'Alsace, qui viennent du Sud-Ouest. Vous n'êtes pas indifférent eh bien, aux différentes professions, que ce soit le suicide des agriculteurs par exemple, ou que ce soit les entrepreneurs, même si vous n'en êtes pas, qui ploient aujourd'hui sous les charges et sous les contraintes. Et ça, c'est une grande différence aujourd'hui avec nos adversaires politiques. L'autre grande différence, c'est que, précisément parce que vous êtes des patriotes, vous vous inscrivez dans une lignée. Et vous avez conscience d'appartenir à cette lignée. Et donc, vous avez le sentiment que la terre que vous foulez ne vous appartient pas, mais que vous ne faites que l'emprunter à vos enfants. Et donc, à ce titre, évidemment,
vous avez des inquiétudes et vous avez des espoirs qui vont bien au-delà des intérêts immédiats qui caractérisent, et en particulier les intérêts d'argent, qui caractérisent beaucoup des candidats d'En Marche, si ce n'est Emmanuel Macron lui-même. Et puis vous êtes soucieux aussi du souvenir et de l'image de vos aïeux. Vous avez conscience de cela, vous vous sentez honoré et obligé par ce qu'ils vous ont légué, par la sueur qu'ils ont versée, les larmes aussi parfois, par leurs succès, par leurs exploits, par les traditions aussi qu'ils nous ont laissées et qui sont, c'est vrai, particulièrement vivaces dans ce territoire du Gard. Et donc, à ce titre, eh bien, vous vous êtes souvenu que 2017, ce n'est pas seulement l'élection d'Emmanuel Macron, qui a peut-être atteint aujourd'hui la notoriété, mais qui vraisemblablement n'atteindra pas la postérité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous vous êtes souvenu que 2017, c'est aussi le centenaire de l'offensive Nivelle de 1917. L'offensive Nivelle, c'est l'une des guerres les plus meurtrières que notre pays n'ait jamais connues. Une des grandes batailles de la Première Guerre mondiale qui, en quelques semaines, a connu près de 200 000 morts. Et à ce titre, eh bien, je suis sûre que c'est ainsi que vous avez réussi à dépasser peut-être le dégoût, l'écœurement ou la lassitude qui s'est emparé malheureusement de beaucoup de nos compatriotes. Parce qu'il faut savoir que, et c'est là votre rôle d'ailleurs dans les derniers jours qu'il reste, il faut savoir que plus d'un électeur sur deux du Front National n'est pas allé voter dimanche dernier. Et c'est ça qui, malheureusement, a entraîné la disqualification de beaucoup de nos candidats et ont entraîné, eh bien, le positionnement en deuxième de beaucoup d'autres qui pourtant portent des idées majoritaires dans ces territoires. Et c'est vrai, vous vous êtes souvenu, eh bien, que si vos aïeux, arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-grand-oncles, grands-cousins, parfois dès l'âge de 17 ans, sont partis au front, certains ne sont pas revenus, vous êtes souvenu que s'ils ont été capables de faire un tel sacrifice, ils l'ont fait pour que vous ayez l'honneur aujourd'hui de pouvoir être français. Il y a 100 ans à peine. C'est-à-dire que si ce sacrifice n'avait pas eu lieu, peut-être aujourd'hui seriez-vous allemand, peut-être aujourd'hui seriez-vous sous la coupe d'un régime autoritaire. Et alors, c'est vrai que quand on a cette conscience du temps long, et que se repositionne dans cette lignée, eh bien on se dit tout de même, je n'ai pas le droit de rendre ce sacrifice vain 100 ans seulement à peine plus tard. Parce que si je ne suis même pas capable d'aller mettre un bulletin de vote dans l'urne un dimanche et de prendre une demi-heure sur mon temps libre, et si je laisse, eh bien, la France abandonnée aux mains de ceux qui veulent sa mort, eh bien finalement je rendrai tous ces morts vains et tous ces sacrifices vains. Et parce que nous sommes des patriotes, nous n'avons pas le droit de faire cela. Alors, on a formé un duo assez original avec Gilbert Collard parce qu'on était un peu aux antipodes l'un et l'autre. Je suis une femme, il est un homme, ça ne vous aura pas échappé. Que rien n'est certain au temps qui sont les nôtres. Je suis jeune, il est moins jeune. Mais en fait, il est beaucoup plus jeune que vous ne l'imaginez parce que quand j'ai fréquenté Gilbert Collard, je l'ai trouvé parfois même plus jeune que moi à certains égards, parce que beaucoup moins sérieux. Et en réalité, surtout parce qu'il est fidèle à une phrase du général MacArthur que j'aime beaucoup, et à tout seigneur, tout honneur, d'ailleurs, je vous le dis, c'est une phrase que citait beaucoup mon grand-père, et je trouve qu'elle caractérise assez bien, en fait, la jeunesse de Gilbert Collard. Dans son discours, le général MacArthur disait « La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, elle est un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. »
Et donc oui, Gilbert, tu es particulièrement jeune, parce que tu n'as pas déserté ton idéal, et à ce titre, tu es presque un adolescent d'une certaine manière. Et tu incarnes, c'est vrai, beaucoup plus le renouvellement politique que le fait M. Macron, parce qu'on nous a bassinés avec ça. C'était le grand argument politique de ces élections, le renouvellement de la vie politique. Donc on nous a mis des candidats jeunes, bien propres sur eux, souriants, pas toujours très talentueux, il faut l'admettre, mais qui étaient censés incarner ce renouvellement de la vie politique. Et à ce titre, c'était le seul argument qui était censé justifier notre vote, sans qu'on ait jamais pour autant parlé des sujets de fond. Mais ce que n'a pas compris M. Macron, c'est que le renouvellement de la vie politique, auquel vous aspirez et auquel aspire aujourd'hui une majorité de Français, ce n'est pas seulement le renouvellement des visages, c'est le renouvellement des idées politiques, le changement politique. C'est ça, ce à quoi aspirent les Français. Et de ce point de vue-là, malheureusement, M. Macron a beau être le plus jeune président de la Ve République, il est le représentant du vieux monde qui nous a conduits dans le mur. Il est le représentant des vieilles lubies de 68, donc il est la parfaite incarnation, si ce n'est le parfait aboutissement. Il est en capacité de recycler tous les vieux poncifs dont on a pourtant soupé et dont tout le monde est revenu. M. Macron, sous ses airs de jeune premier, continue de dire, d'affirmer, de défendre que l'immigration est une chance pour la France. Il est l'un des derniers, vraisemblablement, à le penser. Il continue de défendre que le multiculturalisme est une richesse. Il continue de défendre, face à la délinquance, que c'est la pauvreté, que c'est le chômage qui crée des délinquants. C'est peut-être aussi l'éducation, c'est peut-être aussi le laxisme d'État. Quand on regarde les millions qui ont été déversés, si ce n'est même les centaines de millions qui ont été déversés à travers la politique de la ville dans les banlieues, avec le résultat zéro. Et quand on fait le différentiel pauvreté, délinquance entre ces banlieues et entre les campagnes, on pourrait peut-être déduire manifestement qu'il ne s'agit pas là que d'un problème de pauvreté. Parce que sinon nos campagnes, pour beaucoup d'entre elles, seraient à feu et à sang. Mais c'est vrai, les plus grandes souffrances sont muettes. C'est pour ça qu'on entend assez peu de campagnes finalement. En tout cas, M. Macron, président du vieux monde, est encore celui qui défend, parmi les derniers, enfin avec lui et sa caste, que l'Union européenne, telle qu'elle existe, est une garantie de paix, de prospérité et de sécurité. L'Union européenne passoire, celle qui encourage le déversement de dizaines de milliers de migrants sur ses côtes, va même les chercher en Méditerranée pour les ramener sur ses côtes, maintient coûte que coûte l'espace Schengen, laissant ainsi les terroristes circuler librement avec les conséquences que l'on connaît. Et non content de se satisfaire de la situation, eh bien, il a exactement le même réflexe, mais enfin, c'est pas complètement incohérent, que les communistes avec l'URSS. Si vous vous souvenez, à l'époque, les communistes disaient « Oui, mais si le communisme n'a pas fonctionné, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de communisme. » Et donc, les européistes, c'est la même chose. Si l'Union européenne ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne. Et donc, vous ne vous êtes pas encore assez dépossédé de vos souverainetés. Donc déjà, vous ne décidez plus de votre politique migratoire, du droit des étrangers qui s'applique en France, parce que je sais que le regroupement familial et le droit du sol sont devenus maintenant une norme européenne, le droit d'asile aussi d'ailleurs, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous ne décidez plus de votre politique commerciale, la politique commerciale extérieure de la France, vous ne décidez plus une grande partie d'ailleurs de votre politique économique, mais ça n'est pas suffisant. Il faut que vous alliez encore plus loin dans la dépossession. Et donc M. Macron doit mettre en place un gouvernement économique de la zone euro. Ça veut dire quoi concrètement? C'est très savant comme terme. Bien concrètement, ça veut dire qu'avec M. Macron demain, vous aurez un ministre du budget européen, qui ne sera pas nécessairement français, évidemment, et qui décidera en lieu et place de vous, peuple souverain, des recettes et des dépenses qui vont s'appliquer en France. De la façon dont vos impôts vont être récoltés, dans quelle proportion, et la façon dont ils vont être ensuite redistribués. Et en plus de cela, M. Macron veut une défense européenne.
Ce sera fini de l'armée française, ce sera fini de l'indépendance diplomatique de la France, ce sera fini de la capacité de la France de pouvoir intervenir librement sur tel ou tel théâtre d'opération en fonction de ses intérêts. Ce sera dorénavant une armée européenne, coordonnée, qui évidemment sera totalement à la main d'une diplomatie européenne, elle-même à la main de Madame Merkel, dont on connaît aujourd'hui les positions dans le théâtre extérieur, qui est très très loin, croyez-moi, de défendre les intérêts de la France, que ce soit au Proche-Orient, au Moyen-Orient, concernant les États-Unis ou concernant la Russie. Et donc à ce titre, il y a évidemment de quoi s'inquiéter. Et M. Macron a instauré un nouveau clivage. Il a tenté en tout cas, il se dit progressiste. C'est un terme un peu flou, qui est peu clivant, puisqu'après tout progressiste, tout le monde spontanément est pour le progrès, mais il le fait pour expliquer que lui est un progressiste, lui est un moderne, lui est à la mode, lui il voit loin dans le monde tel qu'il est, qui adapte la France, c'est-à-dire on la fait disparaître en fait, et il l'oppose aux conservateurs. Vous êtes les réacs, les ringards, le repli, vous avez toujours les mêmes termes, le rétroviseur, la France refermée sur elle-même, aigrie, comme s'il était infamant d'être conservateur, comme s'il était infamant de vouloir conserver les ressources du passé. Moi, personnellement, je vous dis, je n'ai pas honte d'être qualifiée de conservatrice. Je n'ai pas honte parce que je n'ai pas honte, pourquoi? Parce que je ne suis pas une nostalgique. Je ne suis pas tournée vers le passé en disant c'était mieux avant, je regrette, il faut absolument revenir à l'ordre passé. Je pense que je suis une jeune femme moderne, c'est pas le débat. Évidemment, le passé, ça n'est pas un programme politique, c'est absurde. Et le passé, c'est une ressource. Et Dieu sait qu'il y a de longues et de grandes ressources en France quand on a la chance d'avoir l'une des plus vieilles nations du monde. Une nation qui a près de 2000 ans d'existence, il y a de quoi y trouver des ressources d'intelligence, des ressources de beauté, de bonté, de justice, des ressources, évidemment, d'expérience, dont on tire les leçons, positives ou négatives d'ailleurs. Mais c'est évidemment une plus-value extraordinaire pour pouvoir aborder l'avenir que cette incroyable ressource. Je trouve qu'il est extrêmement dangereux d'avoir des présidents comme M. Macron, héritier de 68, qui eux se comportent comme des adolescents futiles et ingrats, en voulant faire absolument table rase du passé. Ça en marche. D'ailleurs, synthétise assez bien, je trouve, cet état d'esprit en marche, surtout sans se retourner. Enfin, sauf quand il s'agit de communication électorale. Là, on se souvient de son passé, pour être atteint de commémorationnisme aigu pendant les campagnes, prenant en otage nos morts, alors qu'il nous appartient à tous. Ou alors pour aller faire un petit peu d'électoralisme, vous savez, on va en Algérie et on insulte nos aïeux, la France. Comme ça on peut récupérer quelques voix de franco-algériens éventuellement qui pourraient servir à l'élection. Mais on aime bien quand même son histoire lorsqu'il s'agit de bénéficier de la solennité du château de Versailles pour donner un peu de contenu à sa fonction face à Vladimir Poutine. Là, forcément, on apprécie les grandeurs monarchiques passées et évidemment la solennité du château de Versailles et son histoire pour pouvoir donner un peu de corps et de grandeur à sa fonction. Moi, je n'ai pas honte de me dire conservatrice, déjà parce que je considère que si nous ne conservons pas cette tradition, cette histoire, ce passé qui nous lie, si nous oublions toutes les grandes choses que nous avons fait ensemble, nous serons parfaitement incapables d'en faire de nouveau dans le futur ensemble. Parce que la culture, c'est le seul bien qui se partage sans jamais léser personne. Donc c'est quand même une ressource extraordinaire. Et à ce titre, c'est ce qui caractérise notre ciment social. Parce que ce qui est en danger aujourd'hui, fondamentalement,
c'est notre sentiment d'unité. C'est ce qui fait de nous un peuple. C'est ce qui nous donne le sentiment de partager des choses en commun. Et parce que nous avons des choses en commun, de vouloir continuer à avancer ensemble. C'est ça aujourd'hui qui est menacé. Et donc ce sentiment commun, il est animé évidemment par différentes choses. Je vous le disais, notre histoire, connaissance de cette histoire, la transmission de cette histoire, notre culture vivante, nos traditions, évidemment, notre territoire, notre terre, que nous foulons, bien sûr, notre langue. Et tous ces leviers, tous ces outils du ciment social sont attaqués, ont été affaiblis, si ce n'est ont même disparu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui notre pays est en train de se fracturer. Parce que nous ne savons plus pourquoi nous sommes un peuple. Aggravé évidemment par ailleurs par la confrontation avec l'arrivée massive de cultures étrangères qui s'imposent, qui exigent, qui avancent sur le territoire, parfois de façon très violente, comme avec l'application de la charia. Et donc c'est ça aujourd'hui qui est en jeu. C'est véritablement ce sentiment commun, le sentiment d'être un peuple que nous devons impérativement défendre. Et il n'y aura que les députés Front National pour faire cela. Ensuite, je n'ai pas honte de me dire conservatrice pour cela, et je ne me qualifie pas non plus de progressiste. Non pas que je sois évidemment contre le progrès, c'est absurde. Chacun d'entre nous, évidemment, aspire au progrès, si ce progrès conduit au bien-être, à plus de confort, à plus de sécurité, c'est évident. Mais lorsque j'entends le mot progrès, je me souviens de la phrase d'Orwell. Orwell qui était un socialiste, mais un socialiste très intelligent, ça arrive par ailleurs de temps en temps. Orwell disait, quand on me présente quelque chose comme un progrès, je me demande toujours si ce progrès nous rend plus ou moins humains. Alors je pose la question, est-il un progrès, et cela nous rend-il plus humains, de défendre un modèle économique, d'encourager un modèle économique qui aujourd'hui entraîne la fabrication de produits à l'autre bout du monde par des esclaves, si ce n'est même par des enfants, pour ensuite réimporter ces produits en France et les vendre aux chômeurs que nous aurons fabriqués, précisément parce que ces produits auront été fabriqués à l'autre bout du monde, au passage en faisant fi de toute considération écologique. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce modèle économique qu'on nous présente comme totalement indépassable et totalement incontournable, en tout cas au sein de l'Union européenne, soit un progrès et objectivement nous rende plus humains. Ensuite, je ne considère pas non plus qu'il soit un progrès et que nous soyons plus humains en accueillant le dernier migrant arrivé clandestinement, logé gratuitement dans les hôtels Formule 1 promptement rachetés par l'État, qui, pour ces crédits-là, en tout cas, arrive toujours à dégager de l'argent supplémentaire, il n'y a pas de difficulté, quand dans le même temps, on se désintéresse et on se détourne des dizaines de milliers de familles françaises qui sont mal logées ou qui attendent un logement social et n'y parviennent jamais parce qu'ils ne sont jamais assez pauvres, en fait, par rapport aux derniers qui arrivent. Sont des humanistes, pareil. C'est un humanisme quand même, comment dire, assez facile. C'est un humanisme rousseauiste. Rousseau disait, tel philosophe aime les Tatars pour se dispenser d'aimer ses voisins. Donc c'est une charité abstraite, c'est une charité lointaine. Accueillons les migrants, du moment que c'est pas dans mon quartier, du moment que c'est pas dans l'école privée où j'ai mis mes enfants. Là, il n'y a pas de problème. Accueillons les migrants et gentiment descendons de l'immeuble haussmannien et enjambons le SDF français qui est en train de mourir de froid sous les yeux. Sommes-nous plus humains en acceptant la politique de marchandisation du corps des femmes, tel que semble s'en contenter M. Macron, s'en accommoder en tout cas, puisque M. Macron explique finalement qu'il ne se dit pas choqué et qu'il accepte la violation de l'interdiction des mères porteuses en France,
un monde dans lequel les femmes vendent leurs bébés et louent leur utérus. Personnellement, ce n'est pas un monde dans lequel je souhaite vivre. Je considère que la dignité humaine incombe évidemment d'éviter à tout prix que nous tombions aujourd'hui dans le culte de l'argent qui irait jusqu'à accaparer le corps des hommes et des femmes pour servir le désir de quelques hommes. Ensuite, je ne vois pas non plus le progrès dans la société multiculturelle dont M. Macron nous fait l'apologie. Il y est totalement vendu, puisque nous voyons tous les jours les effets néfastes de ce multiculturalisme qui a conduit à une multiconflictualité au quotidien. Nous le voyons lorsque M. Macron, par exemple, dit face à une foule marseillaise, vous vous en souvenez, c'était assez frappant pendant son élection, sa campagne, il disait « Je vois des Sénégalais, je vois des Maliens, je vois des Algériens, je vois des Marocains », il a cité comme ça une dizaine de nationalités, il n'a jamais vu de Français d'origine française. Moi, je ne vois pas où est le progrès là-dedans, je vais vous le dire, parce que le paradoxe veut que ce soit ces soi-disant antiracistes qui passent leur temps à renvoyer les Français à leurs origines, à flatter leurs différences, à promouvoir, à les enfermer dans leur culture d'origine, par électoralisme, souvent par lâcheté, par mode aussi parfois. Moi, je préfère la philosophie de la phrase de Romain Gary, qui par exemple a été parfaitement représenté et caractérisé, incarné même dans l'immigration italienne, notamment qui est arrivée en France. Romain Gary avait une très belle phrase, il dit « Je n'ai pas une seule goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. » Ça, c'est une belle phrase. Et ça, c'est une différence idéologique fondamentale avec M. Macron. Nous pouvons avoir en France des Français d'origine étrangère, évidemment. Nous en avons connu, qui sont devenus de vrais patriotes. On en a connu après la guerre d'Algérie, on a connu les harkis. Et on a vu vraiment à quel point ils avaient la France chevillée au cœur. Nous croyons à ça, nous croyons que c'est possible. Mais en revanche, nous avons une exigence. C'est qu'en France, prévaut, demeure et domine la culture française. Vous venez en France, vous bénéficiez de la générosité française, vous bénéficiez de l'hospitalité des Français, et bien vous vous pliez aux règles les plus élémentaires de l'hospitalité, à savoir que vous respectez la loi, la culture, les mœurs, principes, les valeurs du pays dont vous réclamez l'hospitalité. Et ça, c'est une grande différence. Une grande différence que nous avons aujourd'hui avec le candidat d'En Marche, les candidats d'En Marche, qui eux considèrent que la France est un hall de gare. On peut cracher par terre d'ailleurs, c'est pas grave. C'est un hall de gare, on rentre, on sort comme on veut. C'est pas important. C'est un projet post-France, dans lequel la nation est un outil désuet, dépassé. Et finalement, pour M. Macron, la France n'est pas une nation, c'est un territoire. C'est pas une terre, c'est un territoire. La population française est une population, précisément. Ça n'est pas un peuple. Les gens, ce ne sont pas des personnes qui sont imprégnées précisément de leur culture, de leur histoire, de leur enracinement, ce sont des individus. Ce sont des individus interchangeables, qui sont libres, émancipés de tout passé, de tout enracinement, et donc que l'on peut faire bouger ici et là en fonction des intérêts économiques des grandes multinationales. Ça n'est pas notre vision non plus du monde, encore moins de la nation, et encore moins de l'homme. Et ça, c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu qu'il va falloir défendre. Dans cette campagne, nous sommes les seuls à le faire, mais aussi demain à l'Assemblée nationale. Et qui d'autre que nous va faire cela? La France Insoumise? Alors même que M. Mélenchon a encore déclaré par Twitter,
je crois avant-hier ou hier, que en l'occurrence il fallait en finir avec cette notion de français de souche. Parce que ça n'existe pas, le français de souche. Il n'y a pas de français d'origine française en fait. Ça n'existe pas. Voilà. D'ailleurs, ça n'existe tellement pas que le racisme anti-français n'existe pas non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que le procureur d'Evry, il y a quelques semaines de cela, a nié le caractère anti-français et du racisme anti-blanc d'un viol parce qu'il ne voulait pas de récupération politique. Donc il a menti dans les caméras. Une jeune femme a été violée par 4 hommes parce qu'elle était blanche et parce qu'elle était française. Déclaration d'ailleurs, j'ai le jeune homme en attestait, mais il a menti à la presse en disant que non, pas du tout. Ce n'était pas ces motivations-là parce qu'il ne fallait pas, évidemment, faire le jeu du Front National. Donc, il faut cacher la réalité. De la même manière que, parce que les Français de souche n'existent pas, eh bien on peut avoir aujourd'hui en France, à Paris, des festivals interdits aux Blancs. Aux Blanches, en l'occurrence. C'est déjà interdit aux hommes, mais ça c'est pas grave. Mais c'est interdit aux femmes blanches. Un festival qui est organisé par une association afro-féministe qui, donc aujourd'hui, interdit certains ateliers aux femmes blanches. Et en l'occurrence, les médias alternatifs se sont indignés de cette situation parce que, évidemment, jamais BFM TV ou Téléfrief ne s'intéressera à ce sujet-là. Je vous laisse imaginer si ça avait été dans ce contexte. Je tiens à préciser que grâce à vous, demain, je vais avoir des articles disant Marion Maréchal Le Pen a fait huer les journalistes. Vous avez pris tout seul comme des grands. Je n'ai rien fait du tout. Et en l'occurrence, c'est assez amusant parce que je vous laisse imaginer si ça avait été l'inverse. Il y aurait eu une indignation générale, et légitimement d'ailleurs. Et nous aurions été les premiers à nous en indigner. C'est logique. Mais évidemment, l'indignation est à géométrie variable dans son pays. Donc les Français de souche n'existent pas, le racisme anti-français n'existe pas. C'est une souffrance qui n'existe pas et qui ne suscite pas qu'on s'en indigne ou qu'on s'en intéresse parce que, eh bien, peut-être que les gens concernés, je ne sais pas, ne font pas assez de manifestations, ne brûlent pas assez de voitures, ne caillassent pas assez de bus, ne font pas assez de meutes. Donc lui, il va falloir s'emparer de ces enjeux-là. Parce que ce n'est pas les Républicains qui vont s'en charger, je vous le dis tout de suite. M. Barouin a annoncé que les candidats, bon, ils ont été éliminés, ça c'est plus simple. Enfin, bon, que les candidats des Républicains se désisteraient dans toutes les circonscriptions au Front National pour les gagner. Ils ont fait élire M. Macron d'ailleurs, grâce à M. Fillon, l'homme qui se rallie plus vite que son ombre. Ils ont... pour certains d'entre eux, d'ores et déjà appelé à des accords de gouvernement, comme cher ami Estrosi. Évidemment, je lui transmettrai. Je crois qu'il est encore de la vie. Et nous avons donc M. Macron qui a focalisé les élections législatives sur un thème qui est la moralisation de la vie politique. Très bien, une fois de plus, un sujet peu clivant. A priori, chacun d'entre nous aspire à ce qu'il y ait plus d'éthique en politique, à ce qu'il y ait moins de corruption, encore faut-il s'entendre sur les modalités évidemment de cela. Mais bon, un thème qui, objectivement, entre nous, disons-le franchement, est peut-être pas le sujet central, fondateur aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le sujet qui va régler tous les problèmes que nous connaissons en France, et pourtant c'est le sujet central de cette élection législative, comme d'ailleurs, autre sujet fondamental, le descriptif des tenues de Brigitte Macron, qui a porté un magnifique tailleur Louis Vuitton bleu nuit, avec des boutons, parce que c'était quand même ça aussi, le sujet central le jour de l'investiture de M. Macron. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'est quand même concernant, enfin, c'est quand même le cas. Et donc, parfois, l'histoire est un peu ironique quand même, et donc, il s'avère qu'on découvre petit à petit, de plus en plus,
que En Marche est à la moralisation de la vie politique ce que DSK est au féminisme, ce qui est vous dire c'est mal. Et donc oui, il va falloir des députés pour parler des sujets fondamentaux, parce que c'est très gentil, mais pendant que chacun débat de savoir si un député va pouvoir ou non embaucher sa maîtresse, eh bien en l'occurrence, les députés, pendant ce temps-là, les agriculteurs continuent de se suicider. Pendant ce temps-là, les viols continuent de prospérer en France de façon catastrophique. Pendant ce temps-là, il continue d'y avoir des dizaines de milliers de migrants et de clandestins et de faux demandeurs d'asile et de faux mineurs qui continuent d'arriver en France en mettant en place des camps de fortune où prospèrent l'insécurité et les violences. Pendant ce temps-là, le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, continue son petit chemin, soutenu d'ailleurs par M. Macron, en mettant une fois de plus en danger nos agriculteurs et notre économie. Pendant ce temps-là, l'embargo russe perdure, et évidemment continue de pénaliser nos travailleurs et évidemment une fois de plus aussi nos agriculteurs. Bref, s'il n'y a pas de député Front National à l'Assemblée, tous ces sujets-là seront évacués et ce seront les pleins pouvoirs donnés au pire de la gauche et au pire de la droite. Proportionnel. Et vous les plus, et vous les aurez tous. Et vous les aurez tous. Hollande avec Macron, le Premier ministre, Juppé plutôt avec son Premier ministre, qui était un de ses proches collaborateurs, vous aurez même Bruno Le Maire. Je veux dire que l'adage en politique on n'est jamais mort ne s'est jamais aussi bien appliqué, puisqu'il avait quand même rêvé l'exploit de faire moins de 2% à sa propre primaire, dans sa propre famille politique, et il est aujourd'hui ministre de Bercy. Voilà. Donc c'est quand même le grand paradoxe, et à partir de là, il est indéniable qu'il va nous falloir un Gilbert Collard à l'Assemblée nationale pour bousculer un petit peu tout ça. Alors quand je suis confiante, vous allez avoir un rôle important, vous ce soir, vous allez devoir aller convaincre les abstentionnistes. Ceux qui, c'est vrai, légitimement, on peut lui être un peu dégoûté, un peu las. Nous aussi, on a pu chacun avoir des moments de découragement. Mais enfin, si nous sommes vraiment des patriotes, pouvons-nous nous permettre de nous abstenir? Je n'en suis pas convaincu. Alors même que nos enfants meurent dans des attentats, alors même que d'ailleurs cette menace continue de peser sur la France, alors que peut-être demain, à une génération, 2 générations, la communauté culturellement française sera peut-être minoritaire dans ce pays, contrainte de cohabiter avec d'autres communautés, avec toutes les tensions que nous connaissons malheureusement, alors même que tous les jours, chacun d'entre vous connaissez les incivilités, connaissez l'insécurité, que vos enfants y sont confrontés. Non, je crois que nous n'avons pas le droit de nous abstenir et que nous avons l'impératif, obligation, pour faire un pléonasme, eh bien, de transmettre. Parce que nous avons beaucoup reçu, nous avons l'obligation de beaucoup donner. Et cet héritage-là, il nous honore et il nous oblige. Et donc, il nous faut transmettre. Et c'est vrai que c'est difficile parce que nous avons beaucoup reçu, précisément. Et donc, nous allons devoir beaucoup transmettre et ils ont beaucoup détruit. Il est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire. Donc, le travail de reconstruction, il commence dimanche, ici, avec vous, en élisant Gilbert Collard. Merci Marion. Merci Marion. Marion, reviens. Reviens Marion, ne quitte pas.
Mes amis, vous si nombreux aujourd'hui, à tel point que même à l'extérieur, il y a des hommes et des femmes qui sont là à essayer d'entendre ce qu'on dit. Salut au lointain. Marion, sacré Marion. Quand j'ai appris que tu ne te représentais pas, tu le sais, je suis un fan de Gainsbourg. Du reste, j'ai sur mon téléphone la Marseillaise de Gainsbourg, ce qui choque beaucoup. J'ai écouté cette chanson de Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais. Et je me suis mis à écrire, je suis venu te dire, reviens. De toute manière, en t'écoutant, pour être très franc, j'ai pas tellement l'impression que tu sois parti. Pendant 5 ans, dans une solitude sonore que vous ne pouvez pas imaginer, en se faisant traiter de tout, mais de tout. Vous me direz, on s'est quand même payé la gaufre de traiter Valls de fasciste. Ça a été un moment épique. Il y avait la vice-présidente dont j'ai oublié le nom, qui est une teigne. Comment s'appelle-t-elle? Aubry. Voilà. Qui a essayé de me couper le micro et elle en a ouvert 2. Je le rappelle. Et alors je me déplaçais de micro en micro et au fur et à mesure qu'elle les coupait, elle ouvrait le micro d'à côté. Alors j'ai vu le moment où j'allais me prendre une amende. Et puis bon, finalement, j'avais plus de micro, donc je me suis tué. Mais vous n'imaginez pas l'équipe qu'on a formée. Je vais vous raconter une anecdote qui en dit long. Un jour, monsieur Cazeneuve, raide comme un parapluie de Cherbourg, en manque de pompe funèbre, a voulu me donner une leçon de droit. Je ne sais pas si tu te le rappelles. Et c'était la période où un de ses collaborateurs avait tweeté sur la passion qu'il avait pour les fessées. Alors il lit le texte de loi en me disant Maître Collard, parce que moi on m'appelle maître à l'Assemblée, Maître Collard, pour un avocat, vous connaissez mal la loi. Le texte, c'était sur la sécurité intérieure, dit ceci. Alors c'est très difficile de reprendre la parole à l'Assemblée, surtout quand on n'a pas de groupe. Et Marion me passe un papier en me disant il n'a pas tourné la page du texte. Alors tout va très vite, effectivement. Et je lui dis mais tourne-la pour moi. Et je ne sais pas comment tu te débrouilles, tu as appelé un attaché parlementaire ou en quelques secondes, j'avais le texte. Et j'ai demandé la parole.
Et je lui ai dit, monsieur Cazeneuve, je vais vous donner la petite fessée que vous avez dit tant. Vous auriez pu tourner la page parce que le texte est conforme à ce que je dis. De fait. Tout cela pour vous dire qu'on a formé vraiment pendant 5 ans, seul, hein, vraiment, seul, une équipe qui a fait un boulot énorme. Énorme. Et quand j'entends, Madame Sarah Lambert dire que je n'ai rien foutu, alors qu'il suffit d'aller sur le site vosdéputés.fr pour voir le travail effectué. Et quand je l'entends s'étonner que je sois à Paris, j'aimerais que vous lui indiquiez que l'Assemblée nationale est à Paris. Peut-être croit-elle qu'elle est dans les arènes de Madrid. Qu'est-ce que je prends? Même M. Denat, aujourd'hui, dans une réunion de personnes âgées... Ah non, parce que, attendez, il recule devant rien, hein. Le maire du Gros-du-Roi, M. Prost, a mis à disposition de mon adversaire la mairie. Bon, j'ai saisi la commission des comptes de campagne, etc. Mais il pourrait être un peu démocrate, quoi, jouer le jeu. Hein, quand on est maire de Vauvert, on ne va pas dans une réunion de personnes âgées pour faire campagne contre un député candidat. Bon, ça se fait pas en démocratie, voilà. Bon, il finira au canal, hein. Un journaliste ne peut comprendre. Mais l'histoire du gars, elle me comprend. Alors, oui, non, mais ne balançons pas, hein, bon. Quoique, si je continue à m'emmerder, je vais balancer, hein. De rien. Voilà. C'est le secret de la jeunesse. N'avoir peur de rien. Alors on va essayer d'entrer un peu dans le vif de la discussion. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'avoir appris ce matin que celui qui voulait m'égorger a été condamné quand même à 1 an de prison. J'ajoute que je n'ai toujours pas de protection. J'ajoute que la presse n'en a pas parlé. Écoutez-moi, j'ai été journaliste. Vous me direz qu'il y avait un patron qui n'était pas n'importe qui, c'était Jean Hivernalier. J'ai travaillé quand même pendant 15 ans à l'Union internationale. Les journalistes ne les sifflez pas parce qu'ils ont des patrons. Et tant que les rédactions n'auront pas une indépendance juridique, il n'y aura pas de liberté de la presse. Et au lieu de siffler les journalistes, battons-nous pour que les rédactions aient une liberté totale. Donc j'ai appris, grâce à Objectif Gare, merci, qu'il a dit que l'homme qui avait projeté sur Facebook de venir m'égorger chez moi avait été condamné. Vous me direz, ça ne fait que, je crois, que la 16e condamnation. Hein, on a comme ça parfois des habitudes. Mais enfin, le procureur en personne est venu requérir, ce qui est quand même un acte important. Cela veut dire qu'on ne peut pas, dans l'indifférence générale,
annoncer qu'on va égorger un député, alors que vraiment, cela n'a provoqué l'indignation de personne, pas plus que personne n'a été indigné lorsque j'ai reçu un cocktail Molotov. Moi, je me suis dit que j'allais être la première Jeanne d'Arc du Front National, si je connais plus. Alors, faisons un peu le point sur ces élections baroques. J'ai en face de moi une candidate qui fut torero. Je dois confesser que je n'ai pas de grandes compétences en tauromachie, mais s'il faut, je suive un stage de formation à la tauromachie pour être un bon député. J'irai me former, peut-être même qu'elle va ouvrir une école si elle n'est pas élue, et avec beaucoup de simplicité, je m'inscrirai aux cours du son. Parce qu'il paraît qu'elle aime beaucoup les cours du son. Alors, étrange élection. Je sais que dans les laboratoires de communication de M. Macron, où la communication est très importante, on a cherché un candidat ou une candidate à m'opposer. Bon, ils n'ont pas eu de mal à se dire, il est médiatique. C'est un de mes défauts. Mais je le suis depuis longtemps. Maintenant, c'est devenu une vraie tare. Hein. Alors, ils ont dû se dire, si on était dans une région où l'accordéon l'emporte, on prendrait Yvette Horner. Et puis, ils se sont dit, si on était dans un pays de cyclisme, on prendrait Virenque. Mais, qu'est-ce qui fait ça, le téléphone? Non, répondez, ça peut être Macron qui vous demande de vous présenter. Ah non, aujourd'hui, il faut toujours répondre au téléphone. Non, mais imaginez que Macron vous appelle pour vous dire, soyez candidat. Et vous ne répondriez pas? Bon, c'est pas l'appel du 18 juin, hein, mais c'est un appel. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait des convictions. C'est comme ça qu'on construit des engagements. Il faut toujours répondre au téléphone. Du reste, Claude François le chantait. Hein. Donc, ils se sont dit, mais contre ce candidat médiatique, il faut lui opposer une figure médiatique. Le Gard, c'est pas Agen, donc pas question de pruneau, c'est pas Vire, donc pas question d'andouille, c'est la corrida. Et ils ont, comment pourrais-je dire, réembobiné un film ancien pour le projeter sur les écrans de cette élection. Et je lui crois tout. La queue, les oreilles. Non mais c'est amputant. Et j'ai lu dans le Midi Libre, Vive la liberté, j'ai lu dans le Midi Libre, qui devient très courageux dans ce deuxième tour. Pour l'instant, je le dis. J'ai lu dans le Midi Libre, avec un moment d'effroi, qu'elle voulait m'abattre. Et qu'elle voulait abattre le Front National. Mais si j'avais employé ce mot, moi, alors là, je ne vous dis pas les articles qu'il y aurait eu. Mais ce qui est incroyable, et là, je vais vous engueuler, c'est que face à une candidate téléphonique qui veut vous abattre, vous avez été capable, pour certains, de ne pas aller voter.
Merde. Et puis, elle a dit aussi que je serais raciste. Moi qui ai échappé à un attentat parce que je défendais un Nord-Africain qui s'appelait Laïc Moussa, c'est le comble. Alors je vous le dis tout de suite, hein, le racisme, je vomis. Hein. Vous le savez, pendant 5 ans, il n'y a pas eu un incident. Pendant 5 ans, il n'y a pas eu un incident. Et croyez-moi, il a fallu parfois s'interposer pour les éviter. Mais de tout cela, nul n'en a cure. Il faut dire du mal de moi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que je ferme ma gueule. C'est tout. Bon. Ils n'ont pas envie que j'aille à l'Assemblée en pleine nuit, quasiment. Je crois qu'il était 2 h du matin quand on leur a dit qu'ils étaient des incapables d'État et qu'il y a eu un silence terrible dans l'Assemblée. Alors ils se sont dit, finalement, les hommes et les femmes du Gard doivent être aussi blaireaux que les Parisiens, et ils vont aller mettre les oreilles et la queue dans l'urne et non pas le bulletin, quoi, voilà. Voilà, non mais... Et depuis, on a un affrontement d'images entre la torera et le taureau qui va s'en prendre une, quoi, voilà. Alors, une fois, j'ai dit un truc. Non, mais écoutez, le journaliste du journal du dimanche a trouvé que c'était inconvenant. Il faudrait quand même leur faire boire un peu d'humour. Je dis, moi j'improvise un peu, hein, j'aime bien me laisser aller à ce que le vent des mots me porte. Hein. J'ai dit, mais elle me prend pour un taureau, pourtant j'ai pas de cornes, il y a ma pauvre femme qui arrive. Et je dis, enfin je l'espère. Non, il m'a traité de misogyne. Il m'a traité de misogyne. Je me suis fait traiter de misogyne. Moi qui vis avec 2 filles et une femme. Minoritaire permanent. Permanent. Et puis, on a eu également, ma chère Marion, Madame Pécresse. Où est-elle passée au fait? Pardon? Oui, mais elle fait beaucoup de choses. Voilà. Quand on m'a interrogé sur le chant du départ de Marion, j'ai dit, mais écoutez, moi je comprends. Élever un bébé et être député, c'est difficile. Et j'ai raconté qu'une fois, tu m'avais demandé au pied levé, parce que ta fille était malade, de te remplacer. Tu t'en souviens? Tu m'as passé tes notes illisibles, et il a fallu que je monte à la tribune pour remplacer Marion, qui devait partir à toute vitesse pour voir sa fille malade. Il y a eu un écho dans le Midi Libre disant que j'étais sexiste. Mais je vous jure que c'est vrai, que j'étais sexiste. Et ils ont même dit que je ne voulais pas qu'il y ait de femmes au Parlement. Non mais ça fatigue, hein. Ça, non, je vous jure, hein. Bon, ça ne dure pas longtemps, mais quand on lit ça, on se dit, mais quand même, pourquoi détourne-t-il mon propos alors même que j'avais ajouté, il serait grand temps qu'il y ait des crèches au Parlement pour que les femmes députées qui ont des bébés puissent les y installer de façon à continuer en toute sérénité l'exercice de leur mandat. C'est ça qui me gêne, voyez-vous, aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Pourquoi ne pas dire la vérité? Et puis, j'ai vu que chaque fois que Mara Sarah serre une main, qu'est-ce que j'ai dit? Ce lapsus volontaire.
fois qu'elle serre une main, il y a un écho. Moi, j'ai beau serrer la main de tas de gens connus, il n'y a pas d'écho. C'est que peut-être, j'ai pas d'écho. Alors, voilà. Ils se sont donc dit, on va lui mettre un produit médiatique qui va permettre d'affronter l'aura médiatique, l'impact médiatique du personnage. Bien, d'accord. Alors, moi je me suis dit, mais est-ce qu'elle est capable de débattre? France 3 a proposé un débat. C'est drôle ça, ce que je vais vous raconter. C'est la vérité, hein, bon, on a les preuves. Hein. Sinon, je ne prendrais pas le risque de me faire poursuivre pour un procès en diffamation. La rédaction de France 3 nous appelle en nous disant, voilà, le débat ne peut pas avoir lieu. Alors Nicolas, qui était présent, qui était au téléphone plutôt, enfin, on ne t'a pas demandé d'être candidat ce jour-là. Hein. Nicolas, qui était au téléphone, dit, mais qui est-ce qui refuse le débat? Tous les candidats. Ah bon? Alors Nicolas, tout a été enregistré évidemment, parce qu'on est minables. Bon. Nicolas dit, ah bon? Et il téléphone à Madame Mouru, qui dit, mais non, mais moi j'ai pas refusé le débat. Il téléphone à Madame Floutier, qui dit, mais moi j'ai pas refusé le débat. Alors, Nicolas, le téléphoniste, mon suppléant, rappelle la rédaction de France 3. Il dit, mais nous venons d'avoir Madame Mouru, Madame Floutier, qui nous ont dit qu'elle ne refusait pas le débat. Oui. Et donc c'est Madame Sarah Lambert qui refuse le débat. Oui. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Alors, si vous voulez, on peut vous diffuser l'enregistrement. Hein. Mais non, on en a marre d'être pris pour des cons, vous comprenez. On est un peu fatigué. C'est comme quand l'œil du 20h est venu m'interviewer sur la corrida. On a tout filmé. Quand vous voyez ce qu'ils en ont fait, franchement, quoi. On a projeté, parce qu'on enregistre tout, nous, hein, pour montrer comment on est traité, quoi. Et encore une fois, c'est pas la faute des journalistes, hein, ce sont les patrons. Hein. Tant qu'on n'aura pas des rédactions indépendantes qui pourront dire merde, ça sera pas la faute des journalistes. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? On transporte un pare-balles. Alors je me suis dit, bon, allons-y, quoi. Et la première question que je me suis posée, c'est pourquoi ne veut-elle pas débattre? Parce que franchement, dans une démocratie, refuser le débat en mentant sur les conditions du refus, c'est inacceptable. Alors elle a dit, Marie-Sarah Sparadra, qu'elle ne voulait pas de Péchila. Mais ai-je jamais boxé quelqu'un dans un débat? Ce que j'ai fait de plus grave, c'est de demander à Bourdin les dates des républiques. Ça a été... Voilà. Et moi, je vous garantis que tous les débats que j'ai pu avoir n'ont jamais été violents ni grossiers. Du reste, Madame Fouquier n'avait pas peur. Madame Mouru n'avait pas peur. Mais le problème, c'est que si on parle de l'article 38 de la Constitution, si on parle des coupes budgétaires, si on parle de la technique d'amendement des lois, voilà, bon. Alors, Collard, il n'a rien fait pour la circonscription, mais je me suis bougé du matin au soir. Toutes mes questions écrites, vous pouvez aller les lire. Bon, vous me direz, c'est le jeu de la politique, il ne manquerait plus qu'elle dise du bien de moi. Hein. Bon. Bon. Mais quand même, on vous demande d'élire comme député une candidate qui n'est pas capable de débattre. Qu'est-ce qu'elle va bredouiller à la tribune? Mais attention, elle n'est pas la seule, hein.
tous les candidats, sauf quelques exceptions de Macron, sont des muets. Et on va avoir un parlement de béni, oui, oui. On est en train de, non mais, on est en train de vivre une phase d'échec de la démocratie. Parce que tout le monde se gosse. Il va avoir une majorité remarquable, mais l'homme veut gouverner par ordonnance. C'est-à-dire qu'il veut avoir des députés qui, à peine élus, vont se déposséder de leur pouvoir de député entre ses mains. Et pourquoi faire? Pour imposer la loi El Khomri? Pour ce qui me choque terriblement, modifier le droit du travail par ordonnance, jusqu'à aller créer des contrats où l'employeur aura la main. Mais moi, j'en veux pas de ça. De la même manière que je ne veux pas... Je ne veux pas qu'on augmente la CSG. Je ne veux pas du droit d'asile européen. Moi, j'ai pas envie qu'on accorde je ne sais où en Europe le droit d'asile et qu'il vienne s'appliquer automatiquement en France. J'ai pas envie, je veux pouvoir le dire. Je veux pouvoir me lever et leur dire ce que je pense en votre nom. Mais ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent un parlement de somnambules. Déjà, ils virent les journalistes. Imaginez que nous ayons fait ça, nous. Imaginez que M. Ferrand se soit appelé maréchal. Excusez-moi. On en aurait eu pour des semaines. Non, lui, il est peinard, comme Beyrouth du reste, hein, qui téléphone aux journalistes. Pas de problème, une fois qu'il aura sa majorité absolue, il fera ce qu'il voudra. Voilà. Et moi, je veux au moins, excusez-moi, Cambronne l'a dit avant moi, je veux au moins pouvoir l'emmerder. Au lieu de crier Gilbert, allez voter. Bande de feignants. Mais enfin, j'étais à la plage. Je suis arrivé, le bureau était fermé. Je pensais que tu serais élu au premier tour. Je n'ai pas supporté le débat. Ah oui. Oui, je regrette le départ de Marion. Oui, mais c'est pas une raison pour me laisser tomber. Madame Sarah, se présente, je crois, sous l'étiquette Modem. C'est ça. En marche, oui, Modem, en marche, il me semble, oui. Modem. Bon, en réalité, elle est socialiste, mais elle ne le sait pas. Ça, je lui accorde volontiers qu'elle ne le sait pas, elle. Mais elle a quand même, comme péonne, quelqu'un que vous connaissez bien, Madame Guyot. Parce que tout de même, il faut arrêter de prendre les gens pour des blaireaux. Elle est socialiste. Elle est premier adjoint à M. Canaldona. Elle est militante depuis le début en faveur de M. Hamon. Là, si vous lui dites Hamon, elle vous dit, tiens, ça veut dire quoi? Monsieur Denat a été décoré de la Légion d'honneur par Monsieur Valls.
il paraît que maintenant il met la Légion d'honneur dans le dos. Elle a milité, Madame Guillot, contre la loi El Khomri. Il faut le faire, hein. Bon. Elle a milité pour le revenu universel. Elle a milité pour Monsieur Hamon. Et maintenant, elle ramponne jusqu'au pied de Sarah pour être sa suppléante. Alors, je vais vous parler, vous allez hurler, hein, mais je m'en fous. Hein. Moi, franchement, j'ai beaucoup plus de respect pour un candidat de la France Insoumise qui n'a pas mes idées, mais qui ne fait pas le trottoir électoral. Et j'ai beaucoup plus de respect pour Pascal Mourru, qui a été éliminé médiatiquement du combat, qui a ses idées, qui les défend. Elle ne fait pas le trottoir électoral. Et dis-moi quels sont tes soutiens. Je te dirai qui sont tes bretelles. Qui est venu soutenir Madame Sarah, Madame Delga? Madame Delga, elle est pas de gauche, non? Monsieur Prost, le maire du Grau-du-Roi, qui est capable de mettre la mairie, du reste, la commission des comptes de campagne est saisie, hein, qui est capable de mettre la mairie à disposition de la candidate. Monsieur Bouade, mort de plaine, il la soutient. Bon, Monsieur Denat, on l'a dit. Et puis même, tenez-vous bien, comme s'il était sorti de l'époque de l'ORTF. Sérillon, qui s'occupait de la communication de Hollande. Vous me direz, je lui demande qu'une seule chose, c'est de faire la communication de Sarah. Mais qu'ils le disent, qu'ils sont de gauche, qu'ils avouent tout simplement qu'ils agissent pour le Parti Socialiste. Mais c'est quoi ce jeu de bonneteau qui consiste à truquer les cartes électorales, à faire croire qu'on n'est ni de droite, ni de gauche, qu'on est finalement des S, des FP sans domicile fixe politique? Ça veut dire quoi? Je crois aux idées. Je pense que la politique, c'est un débat d'idées. On peut ne pas être d'accord. On doit même ne pas être d'accord. Sinon, c'est le totalitarisme. On doit se respecter. D'où qu'on vienne, qui qu'on soit, chaque fois, je le dis, respect. Pour les autres, pour nous. Pour nous aussi, quand même, tout de même. Mais qu'est-ce que c'est que cette époque où il y a de l'entourloupe, où il y a une socialiste qui a honte de l'être, où il y a une candidate qui, bon, je ne sais pas très bien où elle est, elle confondrait Hollande et Macron, mais bon, c'est comme ça, bon. Ce sont en réalité des socialistes masqués. Et on assiste à une triste mascarade électorale. On aurait aimé avoir ici un vrai débat. Mais on l'a pas eu. On en a été privé parce que l'enjeu, il n'est que médiatique. Voilà. Et il faut reconnaître que au premier tour, ça m'a fait drôle. Mais les médias, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, n'ont pas donné le relais à ce qu'on faisait. Et puis maintenant, comme on s'est un peu énervé, hein, et qu'on va encore s'énerver demain et après-demain, vous inquiétez pas. Ah, il paraît qu'il y a un ministre qui vient demain. Alors à titre privé, hein. Elle vient visiter, je crois, l'abbatiale, c'est ça, hein.
Bon, j'espère qu'ils me remercieront parce que sur ma réserve parlementaire, j'ai contribué à refaire le tableau. Mais sans aucun doute, ils vont l'oublier. Pas grande importance. L'important, c'est que le tableau soit désormais là et qu'il soit beau. Voilà, c'est à vous maintenant, les amis, de vous mobiliser. C'est à vous de faire la différence dimanche prochain. Moi, j'ai plusieurs vies. Mais j'aimerais bien, pendant 5 ans, les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. J'aimerais bien, en tant que votre porte-parole, aller voir rue Telkrieff. Oui, j'aimerais bien aller voir M. Bourdin, parce que maintenant, on a une démocratie médiatique. Et j'aimerais bien me lever au Parlement pour dire à M. Philippe qu'en tant que député, je crois qu'il a fait 2 propositions de loi, non? 0 proposition de loi. 0. J'aimerais bien me lever et dire, Monsieur Darmanin, quand vous traitiez Monsieur Macron de poison, et que maintenant vous buvez la ciguë en trouvant qu'elle a bon goût, moi j'aimerais leur balancer. J'aimerais mourir en ayant dit tout ce que j'ai envie de dire. La dernière, Xavier Bertrand soutient Madame Lambert. Ça fait mal, hein? Ah, j'en ai vécu, je vous jure. Hein. Quand il y a eu la crise de la course camarguaise, on s'en est occupé. J'ai donné sur ma réserve parlementaire 20 000 €. J'espérais un peu de neutralité. Non. Non. Monsieur Poujol a appelé à voter contre moi. Que ce soit clair, hein. Que ce soit clair, hein. En tant qu'individu, il avait le droit de faire ce qu'il voulait, hein. Mais en tant que président, c'est pas beau. C'est moche. Dans 3 jours, je crois, on est quel jour aujourd'hui? 4. Vous allez voter. J'espère. Si vous avez des potes qui vont à la plage, dites-leur que sous les pavés, il y a la plage, hein, qu'ils pourraient quand même faire l'effort d'aller voter. Quand vous pensez que si tous les électeurs du Front avaient voté, je passais au premier tour. Vous me direz, ça m'aurait privé du plaisir et de voir ma Marion nationale et de vous voir. Alors ils sont tous prêts pour la curée. Hein. Ah, le nombre de coups de fil d'entrepreneurs des pompes funèbres médiatiques que je reçois. Est-ce que vous serez disponible dimanche soir? À l'oreille, j'entends. Est-ce que vous serez disponible lundi matin? On va bouffer du cadavre, voilà. Alors j'imagine, hein, la torera a essoqué Collard avec un beau dessin de taureau, ma tronche de con bien arrangée, hein, et la pique. Eh bien, je voudrais pas que ça arrive. Cela étant dit, j'aurais préféré perdre contre Madame Mouru si je devais perdre. Hein. Ah oui. Franchement, hein, parce qu'il y va de la dignité du débat. Hein. Honnêtement. Hein. Celui qui voulait m'égorger ne m'a pas égorgé. Celle qui veut m'abattre ne m'abattra pas.
Et puis pour conclure, il y a nos idées. Nos idées qui font qu'on se fait insulter du matin au soir parce que on nous reproche essentiellement d'aimer d'abord la patrie. Et que ça, aujourd'hui, c'est devenu un délit. Un gros mot. Mais une patrie qui aime tout le monde, hein. Une patrie qui n'exclut pas. Mais une patrie qui veut se faire respecter. Qui veut se faire respecter. À travers ses gendarmes, à travers ses policiers, à travers ses médecins, à travers ses pompiers, à travers ses magistrats, à travers toutes ces institutions. Un pays qui n'a pas en son sein de criminels contre l'humanité, monsieur Macron. Sans blague, je vous manquerai. Hein. Oui, alors, oui. Vous verrez. Ça vous verrez pas. Vous savez, je raconte souvent, avant de conclure, et je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, notamment Nicolas. Nicolas, il m'a fait une note pour que je remercie tout le monde. J'ai oublié du reste. Alors donc, avant de conclure, hein, je remercie l'ensemble des élus municipaux, départementaux et régionaux. Je salue mon ami, monsieur le consul, qui est là à titre personnel. Je salue l'ensemble des candidats du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Mention spéciale aux femmes bien placées pour l'emporter, Myriam Roch, la Sétoise, et Valérie Lopi de Tarascon. L'ensemble des militants qui œuvrent chaque jour et qui ont fait en sorte que ce rendez-vous soit un succès. Frédéric, Hubert, Christophe, Nathalie, Jérémy, Laurent, Mélanie, nos gendarmes et militaires retraités qui sont là. Merci à vous. Thierry, Gérard, les jeunes, Dany, Charlotte, Samuel et tous les autres. Et il a ajouté mon suppléant adoré, Nicolas Maisonnet. Et enfin, celle qui pourrait inscrire au compte de pénibilité s'il existait nos années de vie commune, ma femme. Alors, pour conclure, parce qu'il faut conclure. Moi, je suis tellement bien avec vous, je pourrais parler pendant des heures. Hein. Bon, il faut quand même s'arrêter à un moment donné. Hein. Je me souviens du discours qui avait été prononcé par Max Gallo lors des obsèques de Lazare Ponticelli. Ce nom ne doit plus rien vous dire. Si, vous me direz, j'étais l'autre jour à Aigues-Mortes, à la commémoration des morts d'Indochine. Nous étions 8. Max Gallo rappelait que Lazare Ponticelli, qui était arrivé en France d'Italie, un immigré, ne parlait pas le français. Et que lorsque la guerre a éclaté, il a trafiqué son âge pour pouvoir s'engager comme volontaire dans la Légion. C'était le dernier poilu. Et j'ai eu la chance de rencontrer un des hommes qui ont porté son cercueil, qui est un gars de chez nous. Et Max Gallo citait cette phrase de Lazare Ponticelli. Pourquoi vous êtes-vous engagé à l'âge de 16 ans?
Et la réponse, elle devrait être inscrite dans toutes les écoles. Et si on l'appliquait, la France changerait. La France m'a tant donné que je lui dois tout. Nous lui devons tout. Nous lui devons l'amour, nous lui devons le sacrifice, nous lui devons la volonté, parce que rien ne va s'arrêter. Le courage. Ne croyez pas que le terrorisme ne frappera plus. Nous devons être soudés, unis, au-delà des partis, debout. France grande. Étranger en mon pays, disait Villon, déjà? Non. Il faut se battre contre toutes les bases arrières du terrorisme islamique. Il faut lutter. Et je sais que vous êtes hommes et femmes du Gard, fiers et libres, comme le dit la Cupo Santo, fiers et libres, des gens qui ne se laisseront pas manipuler, badigeonner par les salons parisiens. Alors, les gars du Gard, les gardiens, et il n'y a pas de féminin malheureusement, parce que s'il dit les gardiennes, donc quand je dis les gardiens, c'est les hommes et les femmes. Dimanche prochain, au nom de notre colère, au nom du fait qu'on ne veut pas donner les pleins pouvoirs à cette bande d'aristocrates du showbiz, de mondains improvisés, allez leur montrer que vous êtes capables de voter. Je dis bien, pas de voter, de voter et voter.